ne pas vacciner, mais il y a une adhésion importante des parents et des enfants. Voilà. La vaccination, même pour les adultes, est volontaire. On n'a jamais obligé qui que ce soit. Sa femme est en train de l'appeler. Elle est là, sa femme. Elle l'appelle. Elle l'appelle, donc il a intérêt à se dépêcher. C'est grave si c'est elle qui l'appelle. Mesdames, Messieurs, on entame la dernière séance avec cette conférence inaugurale de M. Maé sur la télémédecine. J'ai l'immense plaisir de partager la modération avec M. le ministre Anas Boukali, ancien ministre de la Santé publique, et surtout mon très grand ami et je dirais presque confrère diplomate, professeur Taraj. M. Maé, vous avez la parole. Je vous dirai après ce que je pense de tout. Très bien. Alors on m'a demandé de raccourcir en 30 minutes, donc on va activer. Donc, je tenais à remercier le bureau de la CPP pour cette invitation. Télédermatologie, en faisant cette présentation, je me suis rendu compte que ça fait 10 ans qu'on est sur des projets de télédermatologie à Argenteuil, et nous avons opté d'emblée, vous verrez, pour une télédermatologie pérenne et non pas expérimentale, ce qui est un peu le souci de la télémédecine. Alors rapidement, en 2017, on m'avait demandé de faire un débat contradictoire sur le thème de la télédermatologie, une technique d'avenir. Moi, je veux des généralités sur la télémédecine. C'est important de bien comprendre tout ce qu'on entend par télémédecine. Et la dermatologie, c'est vraiment une des spécialités qui s'est le plus appropriée la télémédecine. Et pour une raison très simple, c'est que depuis le début de nos études, nous réfléchissons sur des photos lors de nos staffs, lors de nos congrès. Ça, c'est une diapositive, c'est un poster que j'avais fait il y a plus de 15 ans sur les toxicités inguéales liées à un médicament. Et vous voyez, chaque fois, il y a plein de diapositives, donc on vit avec les photos. Donc c'est naturellement que nous faisons de la télémédecine. Et en plus, la peau, c'est beau. Hein, bien souvent, là, je pense qu'il y a beaucoup de médecins qui ont reconnu immédiatement ces deux dermatoses. D'un coup d'œil, on sait faire un diagnostic là-dessus. À gauche, un psoriasis. À droite, une magnifique dermatophysie. Alors, c'est vrai que quand je fais des présentations, je suis enthousiaste autour des photos de dermatologie, mais on ne peut que se... C'est vrai que parfois, c'est très très joli. Et donc, la télédermatologie est incontournable en 2022. Alors, il y a une nécessité structurelle, et je ne vais pas vous l'apprendre à vous, pays africains, il y a des déserts humains et médicaux. Et bien souvent, en France, on confond déserts humains et médicaux. Et moi, je dis, la Creuse, ce n'est pas un désert médical, c'est un désert humain. Donc, ça sert à rien de développer une télémédecine forte dans des déserts humains. Il y en a besoin. Mais il faut comprendre, par exemple, qu'en France, les vrais déserts médicaux, c'est l'Île-de-France. Paris est saturé de médecins, mais tout ce qu'on appelle la grande couronne n'a plus de médecins. Et le vrai désert médical, aujourd'hui, il est là. Et c'est vrai qu'on en parle beaucoup moins. Donc il faut bien identifier les vrais déserts médicaux et les déserts humains qui ont aussi besoin de télémédecine. Ce qui manque aussi, ce sont des spécialistes. La dermatologie particulièrement, mais la dermatologie pédiatrique, il y a très peu de gens formés. Donc c'est vrai que la télémédecine rend un service. Et il y a aussi des personnes dépendantes ou en centre fermé qui ne peuvent pas accéder à la médecine. Pour les citer, les maisons de retraite, c'est difficile de déplacer une personne âgée dépendante. Les centres pénitentiaires, les centres pour autistes, les centres pour vivants, il y a tout un tas de centres comme ça où il est difficile de déplacer les patients. Et lors de la pandémie, ça a été pire puisque nous avons fermé toutes nos consultations au 16 mars. Vous savez, en France, la pandémie a commencé après les élections municipales, à peu près, hein, dans l'esprit des gens, donc le 16 mars. Et là, nous n'avions plus le droit de faire de consultation. Donc, automatiquement, il y a eu développement des moyens, réglementation, valorisation financière autour de la télémédecine. Pardon. Il y a deux principaux moyens de faire la télémédecine, téléconsultation et téléexpertise. Comme on est obligé de raccourcir, je vais me concentrer sur ces deux finalités. La téléexpertise, c'est on dépose un dossier avec des photos et la personne, de façon décalée, on n'est pas en face-face, va répondre à la question. Donc c'est rapide pour nous en tant qu'experts, et même pour le requérant, ça prend environ 5 minutes de déposer un dossier et d'y répondre. C'est simple à mettre en œuvre, hein, c'est un échange structuré du type mail sécurisé, mais en un peu mieux évidemment. Les images, et c'est surprenant, vous verrez en photo, sont de qualité remarquable et il n'y a pas de rendez-vous. Ça se fait de façon décalée dans le temps. Par contre, il n'y a pas l'information limitée, il y a peu d'interactivité
On est limité par les photos déposées. Si on nous montre le coude et que le vrai problème est dans le dos, effectivement, on ne pourra pas y répondre. Et les détracteurs de la télémédecine ne sont pas les plus jeunes, sont plutôt les, je ne vais pas dire les pré-retraités, mais les plus anciens de nos spécialités, considèrent que ça déshumanise la relation médecin-malade. C'est vrai, mais ça rend un service énorme. La téléconsultation, ça réhumanise un peu, c'est plutôt sympa quand vous le verrez en image, c'est beaucoup plus humain, par contre ça nécessite un rendez-vous. Donc c'est comme une consultation, sauf que souvent ça va beaucoup plus vite parce qu'on ne déshabille pas le patient. Et parfois il faut 3 personnes, donc donner un rendez-vous entre un soignant, un médecin et un patient, c'est le cas dans les maisons de retraite par exemple, certains disent c'est formidable, ça marche bien, oui mais c'est extrêmement chronophage, et qu'on a des moyens médicaux, pourquoi pas, mais autrement ce n'est pas très très efficient, et honnêtement les Américains, ça fait plus de 10 ans qu'ils ont arrêté les téléconsultations à 3 occasions. C'est très pixelisé, vous le verrez en image, et là aussi il n'y a pas d'examen complet comme la téléexpertise. Voici un exemple, ça c'est Anna, c'est une petite que je suis, puis qu'elle a un psoriasis des langes, maintenant là elle avait 8 ans, maintenant elle en a 10, et je l'avais vue pendant le confinement, et donc on se connaît forcément, au bout de 8 ans de rendez-vous, on se connaît. Vous voyez, la maman était d'une sévérité presque, extrêmement concentrée pendant qu'Anna faisait le clown. Et je lui dis attention Anna, je vais prendre en photo ce que tu me fais. Et elle a continué évidemment, donc c'est vrai que ça crée des relations extrêmement sympathiques. Et quand vous voyez, comme ici par exemple, il y a la petite sœur qui se présente, parfois les animaux qui traversent, les enfants sont super décontractés. La téléexpertise, c'est beaucoup plus efficace que la téléconsultation. C'est le même enfant avec les mêmes mains. Ça, c'est la photo déposée sur le site. Vous voyez, on voit bien, c'est un enfant qui a un pseudo palmoplantaire. Donc l'érythème, les squames, l'aspect un peu farineux. Alors que quand il les montre pendant la téléconsultation, on ne voit rien parce que la mise au point est faite derrière. Donc ce qu'il met devant, on ne va pas le voir, ça va être flouté. Donc nous, en fait, on associe toujours la téléconsultation avec la téléexpertise, c'est-à-dire le dépôt de photos. Donc la téléexpertise, ça va surtout marcher, et on le fait nous, au quotidien, hôpital versus hôpital, hôpital versus centre de santé, certaines infirmières, ça peut être intéressant et on est en train de le mettre en avant. Hôpital versus personnes dépendantes, ça c'est très important, les maisons de retraite, et on commence à avoir des EHPAD, c'est le nom réservé en France pour les maisons de retraite avec personnes très dépendantes. Donc ça marche très très bien, ça évite de déplacer un patient et ça permet d'organiser au mieux une prise en charge. Nous avons commencé, nous, avec les centres pénitentiaires. Il faut comprendre déplacer un détenu vers une consultation, ça coûte 800 €. 8000 dirhams. C'est énorme pour 15 minutes de consultation. Et donc ça a résolu beaucoup de problèmes, notamment financiers. Et donc la téléconsultation, nous, à Argenteuil, on la réserve dans la relation médecin-patient en face-face. Il y a des règles intangibles, et je crois que c'est important de respecter ces règles. On fait de la médecine. Il y a donc des règles à respecter, respect du droit de la personne, sécurité des données, droit au refus. Ce n'est pas une obligation pour le patient, il y en a de plus en plus qui refusent. Eh bien, s'ils refusent, ils retournent aussi, c'est une sanction pour eux, je suis désolé pour eux, mais ils retournent dans le système de soins traditionnel, avec parfois des délais de consultation qui sont à 4 à 6 mois. Il faut identifier les acteurs de l'acte. Par exemple, moi je m'oppose, l'hôpital de Versailles, par exemple, avec qui on travaille beaucoup, inclus dans le dossier médical. On fait la téléexpertise, on rend un triptyque en PDF, ça peut être inclus, soit imprimé, soit inclus dans le dossier numérique. Et ça, on insiste aussi sur la prise en charge de l'acte. Il faut arrêter la télémédecine informelle non rémunérée. Alors, non rémunérée, alors on le fait au quotidien, évidemment. Nous, ce qu'on a proposé, et ça me paraît aussi important, c'est un parcours de soins complet. C'est-à-dire qu'un patient, on travaille en télémédecine dans le secteur et on peut répondre à toute demande d'hospitalisation, de consultation si nécessaire. Et l'intérêt par rapport au présentiel, c'est que ça marche 5 jours sur 7 toute l'année. Un médecin hospitalier à l'hôpital, on a cette chance en France, on a 5 semaines de congé, 4 semaines de RTT, 3-4 semaines de formation. Et j'ai calculé qu'un service avec 4 médecins n'a plus que 3 médecins plein temps, tellement on a de vacances. Et donc là, s'il n'y a pas de congé maternité quand on fait la télémédecine, donc nous on répond toute l'année à toutes nos demandes. Donc il faut recueillir un consentement, au moins oral, et du représentant local. On ne fait pas de télémédecine en prenant des photos d'enfants sans autorisation parentale. On sécurise les transferts, donc les mails informels, ça peut poser des problèmes. On sécurise le stockage des données, il y a des règles en France pour cela. On archive les données, il y a de la traçabilité parce que c'est numérique. Et nous, on fait toujours des conventions avec les médecins, ce sont des conventions un peu informelles. Alors, il y a une sécurité informatique. Toutes les solutions informatiques sont en France déclarées à la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté. Nous, on a déclaré notre solution comité d'éthique, ce qui nous permet d'exploiter les données si on veut publier. Le portail Ortif a une identification forte à 3 niveaux, c'est pas juste identifiant mot de passe, ça va beaucoup plus loin. Et il y a pour tous les centres,
tous les systèmes qui font de la télémédecine, système informatique, une sécurité de niveau hébergeur de santé, là aussi des contraintes lourdes, avec des limites quand même. Je ne sais pas si vous aviez été informé de cet incendie à Strasbourg en 2021, OVH. OVH, c'était une grande structure de stockage de données pendant un mois, et nous, on dépendait de cette structure de données. Et pendant un mois, on n'a plus de solution informatique. Donc tous ceux qui veulent, dans mon hôpital, passer au tout numérique, je le rappelle OVH. Je n'ai pas vu d'incendie encore dans les structures d'archivage papier. Par contre, OVH est un bon exemple, comme quoi le tout numérique, c'est pas toujours très très bon. Donc voilà nous, comment ça se passe chez nous. Il y a une expertise classique de télédermatologie, identification du requérant. Une identitovigilance, c'est important, nom, prénom, sexe, date de naissance, et même ça, il semble que ça ne suffise pas, c'est pas suffisant. Quand on fait un dossier de télémédecine, il faudrait aller plus loin. Pour l'instant, on n'a pas vraiment trouvé de solution. Un exemple, quelqu'un qui s'appelle Pierre Martin et qui est né, donc c'est forcément un homme, il va y en avoir 2000 en France. Et la date de naissance peut ne pas suffire, tellement c'est un nom et un prénom commun. On a des items obligatoires avec photo et une demande de ce type-là en PDF. Donc les photos vont être numérisées. Nous, de notre côté, on a une sécurité de la réponse dans le sens où ce n'est pas que moi. Alors c'est moi qui réponds en priorité dans mon service, mais toute l'équipe est informée. C'est-à-dire aujourd'hui où je suis à Marrakech, je sais, je n'ai pas d'angoisse, si un dossier est déposé, toute l'équipe est renseignée. 11 minutes. Alors là, timing dur. Là. Possibilité de demande d'informations complémentaires, c'est qu'on peut avoir des allers-retours, ce n'est pas une demande fermée. On va noter la qualité des photos de l'information, et j'ai informé mes collègues que jamais je ne mettrai, c'est de 1 à 4, jamais je ne mettrai 4 sur 4 au 2, ce qui entre guillemets me protège. Je mettrai 3 sur 4 au maximum. Par contre, je considère que si on a moins de 5 sur 8 au total, l'information n'est pas suffisante, et donc je ne répondrai pas. Et donc je demanderai des informations complémentaires. Tout compte rendu commence par cette phrase qui vient des Américains, on ne l'a pas inventée, hein, compte tenu des informations et des documents disponibles, je me protège là aussi. Et on hiérarchise les diagnostics, avec les diagnostics de certitude et des hypothèses diagnostiques. Et on le rend sous forme de triptyque, comme ça. Donc vous voyez, on peut l'archiver dans le document, dans un dossier numérique ou dans un dossier papier sans difficulté. Alors, on fait au quotidien de la téléexpertise informelle, et je l'ai faite avec certains d'entre vous. Il faut être prudent quand même. Et finalement, il faut considérer que c'est une partage d'expérience entre pairs et non pas une vraie téléexpertise formalisée. Ce sont des mails non sécurisés, il n'y a pas de compte-rendu figé, donc c'est difficile à archiver, même si on peut imprimer des mails. Il y a parfois un anonymat des requérants, c'est-à-dire que les gens considèrent que le nom sur leur mail suffit à s'identifier. Ben, moi, je ne suis pas d'accord. Quand on envoie un mail, on le signe, ça me semble la moindre des choses. On a souvent des informations très limitées qui sont... Mais rassurez-vous, hein, là, c'est du tac au tac. Hein. Merci de me donner votre avis. Quelle est la question? Moi, je leur réponds. Hein. On nous met des photos, merci de me donner votre avis. Retour immédiat, quelle est votre question? Et qui êtes-vous? Parce que ça me paraît assez important, et c'est vrai qu'on aimerait bien avoir beaucoup plus d'informations. Parfois, alors la courtoisie avec les mails, ça a totalement disparu. C'est merci, chers collègues, tout ça. Non, c'est du discours d'adolescent. Si on ne met pas des logs ou autre. Souvent, alors en plus, c'est parfois transformé en simple demande de prise de rendez-vous, donc on leur rappelle qu'il y a des formulaires pour ça. Et si on envoie un mail aujourd'hui, je ne réponds pas, parce que je suis avec vous. Donc la qualité des photos, ça c'est primordial, et vous trouvez des documents qui vous permettent d'avoir des informations sur comment prendre les photos. Mais globalement, je trouve que les photos sont de qualité. La qualité numérique doit être suffisante. Je vous montrerai un exemple. On ne peut pas envoyer des photos qui font 20 kilooctets. C'est pas possible. Il faut des photos de définition numérique suffisante. Elles doivent être prises avec un enfant bien éclairé et un éclairage homogène, parce que parfois c'est bien éclairé grâce au soleil et vous avez des ombres, on ne voit plus rien. Il faut des photos en gros plan et de loin. Il faut les deux pour que nous on se donne une idée générale de la dermatose. Et il y a des spécificités en fonction des localisations. Nous, on aime bien, quand on prend les paumes, avoir aussi les plans, parce que souvent, quand il y a une atteinte palmaire, il y a une atteinte plantaire, etc., etc. Et moi, ce que je dis souvent, c'est que la qualité des photos ne dépend pas de l'appareil, mais plutôt du photographe. Et il y a des gens qui, avec un appareil photo simplissime, vont faire des très belles photos, et d'autres qui, avec un appareil ultra sophistiqué, va vous faire des photos qui ne seront jamais analysables. Donc, on ne fait pas d'examen par vidéo. Hein. Et alors, ce qui est difficile, et j'en parle ici, c'est l'inflammation sur copie augmentée. Et ça, malheureusement, même en téléexpertise, c'est parfois compliqué. Donc, voici un exemple. Vous avez la photo 2 mégaoctets et la même photo 20 kilooctets. Je préfère celle de gauche, je pense que vous êtes d'accord. Et on ne peut pas envoyer des photos de si faible définition.
Ça, c'est un collègue pédiatre qui me l'avait envoyé. C'est sa fille. Il dit, oui, ma fille, elle a de l'acné, est-ce que tu pourrais la voir? Et la photo est exceptionnelle. C'est-à-dire que quand on grossit, on voit les comédons, on voit l'hypertrophie sébacée, on voit les cicatrices. Alors, je lui ai demandé l'autorisation, elle va bientôt faire médecine, apparemment. Donc, une belle photo nous permet vraiment d'avoir une définition et une qualité d'interprétation exceptionnelle. Exemple ici, sur une peau africaine, on me dit qu'il y a une pigmentation folliculaire acquise. Moi, je veux bien, je ne sais pas si c'est de l'érythème ou si c'est une hyperkératose. Est-ce que c'est physiologique ou est-ce que c'est une kératose folliculaire, un eczéma folliculaire, un lichen folliculaire? Il y a tout un tas de dermatoses sur peau pigmentée qui peuvent donner cet aspect. Donc, c'est vraiment d'interprétation très compliquée. Et autre point important, c'est que nos manuels de dermatologie sont faits sur peau claire. Ça, c'est clair. Enfin, c'est clair, excusez-moi. Mais c'est sur peau blanche. Et on a très peu d'informations sur les peaux africaines. Et par exemple, toutes ces dermatoses, et mes collègues africains les connaissent parfaitement, sont des dermatoses physiologiques en Afrique. Hein, ces hyperkératoses de la face antérieure du poignet ou achilléenne sont physiologiques. Ces petites papules de la hypothénaire et de ces petites macules un peu kératosiques de la masse hypothénaire et de la plante du pied sont physiologiques. Les hyperpigmentations linguales et inguéales sont physiologiques. Et donc parfois on nous demande des avis là-dessus, bon ça c'est simple, mais il manque de formation, c'est clair. La qualité, alors les détracteurs vont me dire, mais la qualité de la réponse par rapport au présentiel n'est pas très bonne. C'est faux, ça a été montré par plein d'études, c'est 80 à 90% de concordance entre le présentiel et la téléévaluation. Et pour moi, ce n'est pas un vrai problème. Pour mes détracteurs, je dis, mais déjà, combien de vos patients sortent avec un diagnostic certain de votre consultation? Si on est à 90%, c'est déjà pas mal. Hein? Et pour moi, alors je la mets en rouge et je ne mets pas l'auteur puisque c'est ce que je leur réponds, c'est que le véritable objectif d'une téléexpertise n'est pas tant de donner un diagnostic que de donner les moyens d'y aboutir. Et ça, c'est important. C'est-à-dire, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire pour aboutir au diagnostic? Et surtout de soigner le patient. Parce que c'est vrai que les enfants guérissent souvent tout seuls. Un exemple, ce jeune garçon de 13 ans, apparu il y a un mois, ça gratte un peu. Ça peut être quoi? Un psau, un eczéma annulaire, une teigne, un syndrome annulaire. Vous avez peut-être d'autres hypothèses, mais déjà quand vous avez ces 4 hypothèses, c'est pas mal. Bah, qu'est-ce qu'on fait en téléexpertise? On le voit, on prélève, résultat dans 3 semaines. Non, bah alors moi je suis resté pragmatique. Et ça va vous faire sourire, mais j'aime bien cette autodérision des dermocorticoïdes en dermatologie. Tu mets un dermocorticoïde fort et tu le revois dans 15 jours. Si cela s'améliore, c'est un eczéma ou psoriasis. Si cela s'étend, c'est un dermatophyte. Si c'est stable, c'est un granulome annulaire. Et voilà. Hein, donc on n'a pas de diagnostic, mais on a aidé à avancer sur le diagnostic, sur quelque chose qui dans tous les cas n'est pas grave. Et puis là, on n'est jamais très sûr. Là, c'est un cas que j'ai reçu il y a 2 jours. 14 ans, prurite modérée, léger purpurin, éruption depuis 7 jours. Il n'y a pas grand-chose, en même temps c'est très préoccupant, donc je lui ai dit, il y a plusieurs possibilités, ça ressemble à un eczéma de type eczématique lac purpurin, ça peut être un syndrome paraviral, un parapsoriasis en plaques, et bien un peu la même démarche. Alors je ne l'ai pas dit, ça peut être aussi un mycosis phagoïde qui est un lymphome cutané. On ne dit pas tout en téléexpertise, mais on ne dit jamais tout aux patients non plus, heureusement. Donc je dis en pratique, je resterai symptomatique, là aussi, mais plus dermocorticoïdes et voir dans 15 jours, si ça persiste dans 15 jours, là on voit en dermato, parce que ça peut être quelque chose de chronique et de beaucoup plus inquiétant. Donc il y a très peu de limites en 2022, les limites techniques, il n'y en a plus, hein. Il y a tout un tas de logiciels qui permettent de faire de la téléexpertise ou de la téléconsultation. Ça ne coûte pas cher ces logiciels aujourd'hui. Quand on a monté nous notre première solution de télédermatologie il y a 10 ans, l'ARS Île-de-France a mis 200 000 € sur le tapis pour monter une solution. Je peux vous garantir que quelqu'un d'un peu pragmatique le fait pour à peine 10% de cette somme. Et pour moi, la seule limite aujourd'hui, elle est humaine, et c'est toujours là où ça bloque. Et notamment des médecins, parfois certains patients, certains informaticiens, quand on leur dit là, ça ne marche plus la téléconsultation, ils vont mettre 15 jours à répondre. Là où nous, on met une journée à répondre, ils vont mettre 15 jours. Et parfois l'administration, mais la nôtre est très réactive. Il y a des limites numériques, c'est clair, hein, il y a des déserts numériques, il y a des problèmes techniques, l'exemple d'OVH, et puis il y a, alors ça c'est le docteur Pascal Longuet, qui est une infectiologue vraiment très sympathique de l'hôpital, et qui me dit, mes filles me traitent de technogourde. Bah oui, mais il y a des technogourdes, des gens qui n'y arriveront jamais, qui même un téléphone, un ordinateur, ils n'y arriveront pas, bon bah ceux-là on va les voir en présentiel. Donc en pédiatrie, moi ça me paraît, et nous on en fait beaucoup, hein, de la pédiatrie, comme je vais vous montrer. La dermatologie pédiatrique reste réservée aux dermatologues, et c'est la seule spécialité médicale qui est réservée à la spécialité non pédiatrique. Il y a très peu d'enseignements de dermatologie pédiatrique dans le cursus des 6 premières années. En France, je ne sais pas si dans vos pays c'est la même chose, mais alors il n'y a rien.
Et c'est volontiers en plus une spécialité sur laquelle les jeunes vont faire impasse, parce que c'est rare qu'on vous interroge sur un pitérialiste Rosé-Gibert à l'internat, enfin à l'OCM maintenant. Donc je dirais que c'est en plus une spécialité un peu d'impasse. Et la surspécialisation est rare en dermatologie pédiatrique. Et pourquoi? Parce que c'est très difficile d'en faire en académique pour une raison purement financière. Les hôpitaux avec des spécialités qui rapportent de l'argent, comme la dermatologie pédiatrique et essentiellement de la consultation, c'est très peu développé dans les hôpitaux. Et puis c'est un peu rendu ésotérique par nombre de mes collègues. Et vous avez vu des conférences, et moi ça m'exaspère, le fameux syndrome il n'y a que moi qui l'ai, où on vous fait une conférence de 20 minutes où vous ne voyez que des malades que vous ne verrez jamais parce qu'il y a 2 cas dans le monde, etc. Et donc ces syndromes il n'y a que moi qui l'ai, ils sont assez exaspérants et pour vous je pense aussi. Il y a un DU de dermatologie pédiatrique accessible, assez accessible, mais ça ne remplace pas l'expérience. Et vous pouvez beau faire le DU, si vous ne voyez pas des dizaines de psoriasis, des dizaines de dermatites atopiques, des centaines de dermatites atopiques, des centaines de PRG, vous ne formerez pas suffisamment. Alors, l'expérience d'Argenteuil rapidement. Donc c'est une succession d'opportunités en fait. En 2007, il y a une copine d'un copain qui m'a demandé de travailler le centre, la maison d'arrêt de Bois d'Arcy de femmes de Versailles. Donc, et j'étais à Ambroise-Paré à Boulogne-Billancourt. Donc je trouvais que c'était assez sympa dans ce quartier super chic de faire venir des détenus. J'ai eu l'accord de mon patron à l'époque, mais doucement quand même, il n'était pas très content. Qu'importe, en 2012, l'ARS demande aux responsables de Bois d'Arcy de monter une solution de télémédecine en Ile-de-France. Hop, il m'appelle tout de suite et on a monté, et hop, c'est parti pour la télédermatologie. Donc on a fait d'emblée une solution pérenne, et donc depuis 2013, avec les centres pénitentiaires, depuis 2016 avec l'hôpital de Versailles, depuis il y a d'autres solutions qui sont apparues sur la plateforme Ortif, mais aujourd'hui nous faisons de la télé-expertise avec 5 hôpitaux, 5 centres pénitentiaires, un centre de santé, 3 EHPAD, c'est environ 450 dossiers par an. Et certains vont vous dire, oui mais alors, vous savez que plein de personnes, ça va vous faire une augmentation du nombre de cas. Non, on est à peu près stable à 400-450 dossiers par an, parce qu'en fait les gens se forment avec la télé-expertise et donc vont moins nous solliciter sur des cas pour lesquels ils nous auraient sollicité auparavant. Donc nous, notre engagement, c'est de répondre dans la journée, sous réserve que le dossier soit déposé avant 17h30, parce qu'on ne va pas répondre à minuit, les jours ouvrables et toute l'année. Et ça fonctionne très très bien. En cas d'urgence, numéro d'urgence, réponse dans l'heure, c'est l'engagement qu'on a avec tous ces centres. Et surtout, les patients ne sont pas captifs d'Argenteuil. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on répond que le patient a obligation de venir chez nous. Et ça, c'était une volonté d'emblée pour éviter de se mettre en difficulté par rapport aux dermatologues de proximité. Et moi, j'en ai rencontré qui m'ont dit, mais c'est très bien, surtout continuer, parce qu'en fait, ils reçoivent ces patients. Par contre, il y a des choses qu'on ne fera pas, comme les biopsies, les bilans. Et donc, on a finalement 2 types d'avis. Les patients hospitalisés à l'hôpital de Versailles, qui voient des médecins spécialisés, ce sont des patients de passage, donc on demande uniquement des avis hospitaliers, des urgences, des dermatoses graves, des dermatoses qui vont aider à un diagnostic compliqué. Et tout ce qui peut être suivi en externe ne doit pas être vu en téléconsultation. À l'inverse des patients incarcérés, qui sont captifs, par définition, les captifs de leur, géographiquement, et là, ce sont des médecins généralistes. Les patients ne peuvent pas consulter en externe, sauf avec 800 €. Et là, c'est de la dermatologie générale qui est acceptée. Et ça marche, donc plus de 400 expertises par mois, par an, depuis 2013. Délai moyenne de réponse 3 heures, on l'a évalué sur 2 études. Durée moyenne de l'évaluation et de la réponse 5 minutes, aucun refus patient, et satisfaction requérant patient, et effet boule de neige, puisque maintenant on a de plus en plus de centres. Et les seuls échecs sont liés à l'homme, comme je vous l'ai dit. Donc là, les premières, je vais passer rapidement, parce qu'il me reste 7 minutes. Donc actuellement, nous travaillons dans 4 services de pédiatrie, des hôpitaux de Versailles, Neuilly, Rambouillet, Aubonne. C'est 10-15 dossiers par an, pas plus, et c'est stable dans le temps. Vous voyez, ça c'était les données en 2021, et ça représente aujourd'hui 30 à 50% de notre activité de téléexpertise. Par contre, la téléexpertise informelle, c'est 3 à 5 dossiers par jour, et essentiellement de France, de mon bassin de vie, mais de toute la France, parce qu'à force de faire des formations en France, d'autres collègues nous contactent, et de l'Algérie, du Maroc, je reçois régulièrement des cas, ils sont tous les bienvenus, parce que je trouve ça très intéressant, parce que là encore, ce sont des dossiers sélectionnés, ça augmente notre expérience. Et là, je vais passer rapidement, c'était l'expérience de Versailles. Et c'est gagnant-gagnant. C'est moindre coût, Versailles, plutôt que de financer un pédiatre, travaille avec nous. Grande disponibilité, il y a tout le temps quelqu'un pour nous. Expertise de qualité, c'est votre serviteur qui répond, donc c'est forcément... Non, mais même mes équipes, ce sont des assistants ou des PH, ce ne sont pas des internes, contrairement à beaucoup d'urgences où les gens vont être vus par des internes.
Donc quand vous avez un interne de pédiatrie qui est là depuis une semaine dans un service de dermato, qui donne un avis de dermato, ça peut être un peu suboptimal. Et donc on offre une filière de soins complète. Et pour nous, c'est un gain financier, puisque tout ça maintenant est de plus en plus financé, c'est un gain de temps, ça évite des déplacements inutiles, ce sont des patients sélectionnés, donc des patients plus intéressants. Alors, tous les patients sont intéressants, mais médicalement plus intéressants, ça crée un vrai réseau, une expertise aussi dans le domaine qui est reconnue au niveau national, puisqu'en fait cette solution de 2013, c'est la première solution pérenne mise en place en France. Maintenant, il y en a de plus en plus. Et valorisation académique, ça mon directeur est aime beaucoup ça. Il y a 3 papiers qui sont sortis de cette expérience parce que ça c'est financé au niveau national. Depuis mars 2020, 16 mars 2020, on vient de passer les élections municipales en France, hop, on se confine, plus de consultation. Et du jour au lendemain, ça a eu des points positifs, le Covid, du jour au lendemain, honnêtement, hein, fonctionnalité efficace sur Ortif, alors qu'avant c'était impossible de s'y connecter, gratuite, alors qu'avant il fallait la payer. J'ai eu du jour au lendemain une webcam de ce modèle-là, donc plutôt une très bonne webcam dans mon bureau. Hallucinant, ce qu'on n'a pas réussi à faire en 5 ans, en une semaine, merci Covid. Ouais. Et ça a été très bien accepté par médecins et patients. Donc on a 3 postes équipés pour l'instant, mais je suis le seul actuellement à en faire dans mon service. Et donc différentes cibles, parce qu'en fait c'est facile de s'organiser. Différentes cibles, hein, des avis ponctuels d'enfants connus, que je suis depuis longtemps, comme la petite Anna par exemple. Et aussi, il y a beaucoup de gens qui disent, voilà, je dois partir en vacances, est-ce que je continue le traitement? Avant, on répondait par mail, maintenant je dis non, on fait une téléconsultation, comme ça on va gagner des sous. Et puis, c'est un vrai avis médical. Suivi de patients qui viennent de loin, là, un enfant que j'ai vu cette semaine, la semaine dernière, pardon, c'est un enfant qui venait d'Avignon pour une maladie verneuille du visage épouvantable, sous isotrétinoïdes, corticoïdes, Humira, donc une biothérapie. Plutôt que de le déplacer, on a fait des téléconsultations. Et certaines premières consultations pour des urgences. Alors celle-là, je vous les montrerai demain pour ceux qui viendront à la pédiatrie, à la dermatologie pédiatrique. Et ça marche très bien, les enfants sont détendus, ils peuvent être absents. Un nouveau-né qui dort, il peut être absent puisqu'on a les photos et on a les parents. Donc ça, c'est aussi, il y a des parents qui sont très contents. Hein, donc pendant le premier confinement, vous voyez que parmi les consultants psoriasiques, 71% ont été faits, des consultations psoriasiques dans mon service, 71% ont été faites par téléconsultation. Donc le télésuivi, ce n'est pas encore au point. Les exemples pratiques, pour qu'on finisse, je vais passer tout de suite aux perspectives, mais si vous venez à l'atelier dermatologie pédiatrique, vous verrez tout ça demain. Ça, c'est pour vous aguicher. Ça aussi, ça s'est reçu hier. On en discutera demain si vous voulez. Les perspectives, parce que pour conclure, c'est peut-être ce qui est aussi important. Aujourd'hui, de plus en plus en France, se mettent en place des RCP nationales en dermatologie pédiatrique, sur les jeunes dermatoses pédiatriques, sur les angiomes. Et ça peut être très intéressant, mais c'est mensuel. C'est vrai que quand vous avez une question sur un angiome, souvent vous n'avez pas envie d'attendre un mois. Et il y en a d'autres, à mon avis, organisés. Et ça paraît pas gagné. Parce que moi je travaille chez l'adulte et chez l'enfant, et il était question, il y a des gens qui demandent des RCP sur le psoriasis de l'adulte. Et je fais partie du groupe psoriasis, du groupe de recherche sur le psoriasis de la Société française de dermatologie pédiatrique. Et alors là, je peux vous garantir que personne ne veut s'y coller. Et pourtant, je pense que ce serait utile d'en faire au moins une par mois, par exemple. Et ce qui va se poser comme question aussi, et ce qui est en train de se développer, c'est la télédermatologie associée à l'intelligence artificielle. Et ça, personnellement, ça me pose beaucoup plus de problèmes. Maintenant, vous pouvez aller sur des sites qui vont vous donner des algorithmes. En fonction des réponses que vous apportez, vous allez avoir des réponses, des questions suivantes qui vont aboutir à un diagnostic, voire une ordonnance. Et là, moi, je suis un peu plus sceptique. Et sans doute que je commence à vieillir. Donc, les perspectives sur Argenteuil, actuellement, on est en train de mettre au point sur Ortif, une solution qui nous permettrait de travailler avec les pédiatres et les médecins généralistes de ville, rémunérés pour le pédiatre, pour le requérant et rémunérés pour l'expert. Donc ça, c'est important. Expertise en dermatologie pédiatrique en réseau. Là aussi, ce serait bien que la Société française de dermatologie pédiatrique s'en empare, mais là aussi, il y a de tels problèmes d'intérêt personnel que c'est très compliqué à mettre en place. On avait discuté avec la CPP d'en mettre une en place, c'était avant le confinement. Ça y est, on peut respirer peut-être un peu, repenser à ces projets qu'on n'a pas pu mettre en place, et je suis tout à fait ouvert à ce qu'on mette en place cette solution. Psoriasis de l'enfant, moi je travaille beaucoup sur le psoriasis de l'enfant et j'aimerais mettre en place un télésuivi national. Et ça c'est aussi un rêve, moi je nage assez régulièrement et je fais partie de la commission médicale de Île-de-France Natation. Et donc je leur ai proposé, et quand ça va un peu se détendre, c'est actuellement tendu dans le service,
n'ont pas le temps. Ils ont beaucoup de problèmes dermatologiques et ça, c'est pas un rêve, mais je pense que ça va se mettre en place. Mais vous voyez, on peut faire énormément de choses. Je vous souhaite un beau congrès et sur mon minuteur, je suis à 30 minutes pile. Merci beaucoup, Monsieur Mahé. Je suis d'accord avec vous sur beaucoup de points. Mais il faut se dire aussi que vous avez une spécialité qui se prête Absolument. à tout ce qui est télémédecine, comme d'ailleurs, aujourd'hui, la télémédecine, si vous permettez, je la classerai en 3 niveaux. Il y a la télémédecine qu'on pourrait appeler de la télémédecine 1.0, qui est celle qui permet, si vous voulez, l'interprétation de certains examens complémentaires, tels que la radiologie, tels que les lames d'un lapin, les frottis cervico-vaginaux ou autres. Et c'est vrai qu'en dermatologie, c'est quelque chose qui rend énormément service. J'ai une fille dermatologue, donc je ne sais pas, mais qui n'est plus au Maroc. Donc je ne fais pas de publicité pour elle. Ensuite, il y a tout le suivi des prises en charge de malades qui ont été soignés et qu'on peut suivre à distance, c'est sûr. Et enfin, troisièmement, effectivement, comme vous l'avez dit, ce ménage à trois qui permet de le mettre en rapport avec le spécialiste. Ensuite, il y a cette nouvelle télémédecine, et là aussi je suis chirurgien, et Maresco a fait cette intervention qu'il a appelée de Lindbergh, il a opéré une vésicule à partir de Chicago à Strasbourg. Il a appelé l'intervention de Lindbergh en commémoration de celui qui a traversé l'Atlantique. Et là, ça pose d'énormes problèmes sur le plan juridique. Parce que finalement, qui est responsable? Est-ce le robot ou est-ce le chirurgien de l'autre côté? Et puis vous avez des législations qui sont complètement différentes. À ceci, vous rajoutez la protection des données personnelles. Et aujourd'hui, vous avez des clouds où vos données personnelles peuvent être stockées et donc ça pose d'énormes problèmes. Enfin, il y a cette troisième, et là je suis tout à fait d'accord avec vous, cette histoire de télémédecine avec l'intelligence artificielle, où on fait apprendre à une machine, et cela entraîne une déshumanisation et une marchandisation du patient. Et le problème, c'est que quand on est dans des sociétés où sur le plan social, on a besoin de ce rapport humain, où on a besoin de mettre le patient dans un confort psychologique et personnel, parler à une machine, ça devient un peu difficile. Excusez-moi juste, je termine rapidement. Alors, vous rajoutez à cela que si la machine, je suis urgentiste, si la machine me dit d'opérer et que moi je ne suis pas d'accord, si j'opère et qu'il y a complication, on va me dire c'est toi le responsable, et si je n'opère pas et qu'il y a complication, on va me dire la machine t'a dit. Ben oui. Donc c'est vrai que cette histoire, moi dernièrement j'étais dans un congrès international, j'ai eu beaucoup de collègues qui sont venus des États-Unis, des pays scandinaves, d'Espagne et de France. Et notre conclusion à tous, c'était que cette histoire de télémédecine et d'intelligence artificielle, l'intelligence artificielle ne peut être qu'une aide à la décision, mais pas remplacer la décision. Nous n'avons pas, avec cette intelligence artificielle, on n'a pas le système de l'avion, ou même s'il n'y a pas de pilote, il y a quand même une boîte noire qui enregistre, alors que là, il n'y en a pas. Voilà, c'est un petit peu mes réflexions. Juste un mot sur l'intelligence artificielle. Il était montré que l'intelligence artificielle était meilleure que l'œil du dermatologue spécialisé sur les tumeurs pigmentées. Et ça pose un vrai problème parce que les patients ont accès à cette intelligence artificielle, moyennement paiement, et ils arrivent chez nous et c'est exactement ça. En disant voilà, c'est un mélanome, nous on est convaincus que non, on est obligé de l'enlever. Parce que si on n'enlève pas que c'en est un, donc on est vraiment dans la même problématique en dermatologie. Alors, en pédiatrie, il n'y a pas énormément de dermatose mortelle, mais on verra que ça peut aider quand même à telle expertise. L'œil du médecin. Bien, alors, si vous permettez, professeur, d'abord,
C'était très intéressant votre intervention et je peux vous dire que vous êtes un médecin convaincu des nouvelles technologies. C'est important parce qu'il y a toujours cette réticence par rapport à la déshumanisation de l'acte médical et du rapport médecin-patient et de ces consultations face à face, comme vous les appelez. Alors, moi, je ne suis pas médecin. Je ne suis pas là en tant que conseiller ministre de la Santé, n'est-ce pas, vous les CDAQ. Je m'intéresse au fait, je suis là parce que je m'intéresse à la e-santé en général et des ingénieurs en transformation digitale m'ont approché pour qu'on puisse contribuer à développer la e-santé au Maroc. Et on a fait un livre blanc qui nous a fait découvrir pas mal de choses à travers des concertations avec les acteurs, mais également des enquêtes auprès des professionnels et des patients. Je peux vous dire que pour la télémédecine, par exemple, 50% des usagers, des patients, de la clientèle acceptent de faire des consultations en télémédecine. Alors, j'ai eu aussi la chance de sortir le premier décret sur la télémédecine au Maroc quand j'étais au département de la santé. Et je voudrais juste ajouter que la télémédecine, c'est 5 composantes. À côté de la téléconsultation, qui représente à peu près 20% pour la télédermatologie. Le plus gros, c'est la téléexpertise. Et on ajoute aussi téléexpertise en différé. Tout ça, parce que ce n'est pas instantané, parce que les gens, quand ils disent télémédecine, il faut qu'il y ait la réponse rapidement. Contrairement. Oui, non, tout à fait. Alors ça, moi, je me suis concentré sur les deux principales, parce que c'est ce qui est le plus développé. Mais moi, ce que j'aimerais développer, c'est le télésuivi aux gens. C'est ça qui va être intéressant. Non, c'est le troisième gros point. Non, mais bon, là, on partage, on essaie de compléter les connaissances. Donc, il y a au fait pour la télé, vous l'avez bien dit, la dermatologie se prête bien à la télémédecine ou à la téléexpertise. Alors, contrairement à la consultation face à face en dermatologie, on peut sortir avec un diagnostic quand on va chez un dermatologue, comme on peut nous demander des examens complémentaires. Je crois que vous n'avez pas cité dans les limites de cette pratique de télédermatologie, notamment pédiatrique, que des fois il peut y avoir l'examen complémentaire. Parmi les autres limites aussi, et ça dépend des cultures, il faudrait que le patient vous autorise à prendre une photo, ou prenne lui-même une photo. D'accord, s'il peut, parce qu'il y a, vous avez montré tout à l'heure le guide de la Société des dermatologues par rapport à la prise de photos, sur des zones délicates. Ça, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Il faut qu'il y ait le consentement, bien sûr, pour prendre des photos. Il y a des zones aussi où on ne peut pas avoir de bonnes photos, le cuir chevelu aussi, par exemple. Et je pense que la question des examens complémentaires se pose. Non. Et si vous permettez, vous avez dit tout à l'heure une chose. Vous avez parlé de l'approche, on va dire, par élimination. Vous avez suspecté plusieurs pistes et vous donnez des corticoïdes. J'ai vu une vidéo de vous en parlant de psoriasis. Vous êtes quelqu'un qui défend la prise des corticoïdes. C'est Monsieur Corticoïde. Donc vous le défendez, alors qu'il y a d'autres dermatologues qui ne veulent pas le faire et quand ils voient des nourrissons en train de se tordre de douleur, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils ont, mais qui ont envie de se gratter en fait, et qui n'arrivent pas. Donc les corticoïdes, donc il y a un autre volet qui est important peut-être qu'il faut soulever, c'est ce qu'on appelle le self-care ou l'auto-prise en charge. Et là, je vais un peu contredire mon ami le ministre sur l'intelligence artificielle et le machine learning, l'apprentissage de la machine. L'intérêt, au fait, d'utiliser l'IA, c'est que l'IA, c'est un étudiant qui n'arrête pas des études en médecine. La machine, elle va apprendre. Plus vous allez lui donner des cas et des photos, plus il va vous donner les bons diagnostics. Et à un moment, on va avoir des applications chez les personnes, parce que pourquoi on fait de la téléconsultation pour la dermatologie et pourquoi ça s'apprête, parce que on regarde, nous, on a un problème dans la peau, on le voit, on a envie de prendre une photo, on voit le médecin. On le fait tous aujourd'hui. Il peut y avoir des applications intelligentes où on va faire notre auto-diagnostic avec la machine, qui va nous donner également, nous dire, nous avons l'école professeur Maïk qui vous dit prenez les corticoïdes,
Après, allez, par la suite, je généralise si ça marche pas. Donc, je suspecte que dans l'avenir, il va y avoir ces choses-là. Non, c'est le présent, ça existe. Alors, 2 points. Alors, sur les bilans, c'est comme une consultation. Alors, on fait toujours de la téléconsultation avec téléexpertise avec photo. Mais le bilan, les gens viennent en consultation, on leur prescrit un bilan. S'ils ont un bilan, ils peuvent le déposer sur la plateforme de téléconsultation. Donc ça, c'est pas un problème. Mais l'IA est plus forte que nous aujourd'hui. Le problème, c'est la responsabilité derrière. Et ça nous met une pression. Si le patient vient, mon application a dit, et grosso modo, si on va devant le juge, je le montrerai, et bien on est obligé de l'enlever. Même si on est convaincu que ça ne l'est pas. C'est ça qui est le plus dangereux. Mais l'IA actuellement, ces applications existent, mais elles nous mettent en difficulté. C'est là où il faut... Parce que l'application, elle n'opère pas derrière. Il y a aussi d'autres questions par rapport à l'omission de certaines maladies générales. On peut venir avec un virus, donc vous envoyez des photos, vous faites certains symptômes. Est-ce qu'il y a un risque de passer à côté de certaines maladies générales? Je veux également poser une question, parce que je vais terminer. Une question par rapport aux plateformes sécurisées. Est-ce que vous utilisez une plateforme sécurisée? Oui. Ou Non, nous on utilise une plateforme sécurisée qui est la plateforme Ortif, qui est la plateforme montée par l'ARS Île-de-France. Donc c'est une plateforme sécurisée. Je ne parle pas de toute la téléexpertise informelle, celle que je reçois sur mes mails. Mais autrement, oui, c'est une plateforme totalement sécurisée. Mais qui a été stockée chez OVH. Mais quand vous travaillez avec le Maroc et l'Algérie, en informel, comme vous l'avez dit... Ah non. La discussion qu'on a vue... Open source. Non, mais ça, c'est de l'informel pour l'instant. Oui. Mais quand on en a discuté avec l'équipe de la CPP, c'est en utilisant une solution sécurisée de type hébergeur de santé selon la réglementation française. Hein, c'était pas du tout un échange entre pairs. Oui, c'est quelque chose de... Alors, je ne connais pas la réglementation marocaine, mais je crois qu'elle est... Enfin, sur ce que j'avais vu, c'était similaire à ses voisins. Ça ne semblait pas poser de problème. Dernière question, peut-être, parce que ça me préoccupait beaucoup quand j'étais à la tête du département. Je dirais les points de santé qui sont les officines, les pharmacies d'officine. Est-ce qu'on peut demain travailler, parce que j'ai vu aussi en Afrique, je vais arriver et terminer avec ça, en Afrique par exemple, avant d'y arriver, alors les pharmacies, est-ce qu'on peut former un pharmacien à prendre une photo et à l'envoyer? Alors pour l'instant non, mais par contre ce qui est en train de se monter en France, c'est ce qu'on appelle les infirmiers en pratique avancée. Et elles pourraient tout à fait intervenir comme ça, mais il ne faut pas voir ça comme un obstacle, il faut voir ça comme un soutien à un moment où on n'a plus assez de médecins. Ouais. Et c'est très positif. Les pharmaciens n'ont pas la même formation médicale en France, hein. C'est un petit souci. Je parle des déserts médicaux parce que j'ai vu ce qui se passe au Mali et j'ai vu un infirmier qui dit maintenant je peux prendre en charge des maladies dermatologiques. Non, et il était content et c'était une grande fondation française d'ailleurs qui faisait un programme en Afrique et au Mali particulièrement, et les infirmiers étaient nous. Maintenant je suis capable avec ce que j'ai appris à prendre des photos, à poser un diagnostic, à avoir la réponse. On en est là en France avec les infirmières, ça commence. Aux États-Unis c'est très très développé ça. Et même en Angleterre, je crois. En France, on a un peu de retard. Très bien. Je vous remercie. Je voudrais pencher le temps dont on part, on a pris suffisamment de retard. Il est sûr que la télédermatologie est d'un apport extraordinaire et énormément facilite un petit peu le contact, mais elle nous interpelle sur 3 points, sur certains aspects éthiques. On a parlé de la responsabilité, à quel niveau se situe la responsabilité, surtout quand on monte au 3e niveau de la télédermatologie. C'est un point des points. La conservation, la diffusion des données personnelles, ça aussi c'est un point qui me paraît fondamental. Un apport aussi qui me paraît très utile, vous l'avez signalé, la sous-spécialité, la sur-spécialité pédiatrique en dermatologie est très faible. Donc ça peut être un apport très important au niveau de la formation, au niveau de la qualification, et je crois que ça peut permettre un petit peu d'améliorer les compétences des pédiatres de premier niveau. Et alors, dernier point que je voulais aussi soulever. Alors, la télédermatologie a connu un bond très important avec l'apparition de ces petits appareils. C'est ce qui a permis un petit peu
de la faire diffuser, de la faire étendre, mais se pose un problème de la qualité des photos. Est-ce que vous exigez tout le temps des dermoscopes pour avoir des photos de meilleure qualité? Et aussi, qu'en est-il aussi des vidéos éventuelles? Est-ce que ça peut apporter un plus? La qualité des photos, moi je suis rarement déçu, honnêtement, et les smartphones font des photos de qualité remarquable. Le dermatoscope, on a essayé de le mettre en place, on a développé le projet Santé des Gnous, qui avait 13 centres pénitentiaires qui ont tous eu leur dermatoscope. En pratique, c'était jamais sur la bonne dermato, c'était jamais au bon endroit, enfin, ça n'apportait rien parce que c'est vraiment une spécialisation au sein de la dermatologie. Donc, dermatoscope, non, moi je le déconseille. Certains, sur les expérimentations sur les tumeurs pigmentées, le font, mais c'est très cher pour un rendement très faible. Donc, au moindre doute, en plus, on va aller voir les patients. Donc, non, dermatoscope, moi je considère qu'il n'y en a pas besoin. Et dernière chose, là, je voulais alléger sur la remarque de M. le ministre concernant les pharmaciens. Je ne sais pas, je crois qu'il y a quand même un minimum de compétences pour leur confier ces tâches, mais par contre, le personnel. Pardon, c'est ce que fait le personnel paramédical. Je crois qu'ils sont dans une grande aide au niveau des services fermés, des EHPAD, etc. Et dans des plaies chroniques aussi. Oui. Très important, les infirmiers. Voilà. Emmanuel, merci pour cet excellent exposé. Je voulais d'abord dire que je suis très heureux d'être à côté de M. Kelly, qui était notre ministre de la Santé et qui avait toujours les portes ouvertes et toujours disponible, avec lequel nous avons beaucoup collaboré. Et à côté de le ministre César Ouali, qui déborde de bonne humeur et qui me la communique. Donc je suis toujours heureux d'être à côté de lui. Et pour parler de la télémédecine, je voulais vous dire que ça existe depuis des lustres. Moi, un jour, j'ai eu un enfant qui était entré pour bronchiolite, j'ai fait un électrocardiogramme. C'était un infarctus parce qu'il avait une malformation coronaire. J'ai faxé à Necker, ils l'ont transplanté. C'est pas l'ordinateur, mais c'est de la télémédecine. Actuellement, avec les électroencéphalogrammes, effectivement, on les envoie. Il y a un centre à Paris qui le fait pour tout le monde. Nous avons aussi les appareils qui commencent avant de défibriller. Je suis réanimateur. On défibrilait, on attendait le moment pour défibriller. Maintenant, c'est l'appareil qui choisit à votre place quand est-ce qu'il défibrille. Donc, les réanimateurs, les appareils d'anesthésie-réanimation ou de ventilation assistée, nous avons les capnots qui sont directement reliés au cerveau du respirateur qui fait tout. Et la FiO2 est réglée par l'oxymétrie. Donc nous allons vers un recul des médecins en temps physique et nous avons une avancée de la technologie qui est extrêmement importante. Nous savons qu'en radiologie actuellement, il est prouvé qu'ils sont meilleurs que les médecins. Voilà, donc c'est... Non, mais je te rejoins totalement. Voilà. Je te rejoins totalement. Et même tout ce qui est téléconsultation de expertise, on a 20 ans de recul sur, les Américains. Je voudrais juste peut-être pour conclure vous dire que de toute façon la télémédecine a sa place. Il faut bien l'encadrer, il faut bien réfléchir, et en particulier en termes d'éthique, parce qu'il y a un problème de consentement éclairé qui se pose, il y a un problème d'honoraire. Et là, vous pouvez évidemment, la question de sécuriser les plateformes, mais cela n'empêche pas la possibilité de médecins de notre pays de pénétrer chez le patient ou chez le demandeur. Donc, il y a un problème d'encadrement de cette télémédecine. Son apport est certainement très important, il est obligatoire, mais il va falloir continuer à rester très vigilant en termes de télémédecine. Et je voudrais peut-être, pour conclure, vous dire deux choses. La première, j'ai eu le plaisir et le bonheur de faire le premier essai de télémédecine en 1991. À l'époque, c'était le réseau RNIS, et c'est vrai que grâce à ça, et c'est ça justement, je pense, le plus grand message que je voudrais passer peut-être ce soir, c'est que grâce à ça, nous avons pu faire une RCP. Et ceci est absolument fondamental, de pouvoir faire ces RCP, soit nationales, soit internationales. Vous avez parlé de l'informel. Et donc là aussi, justement, on avait fait en 91 cette RCP internationale entre la faculté de Rennes, la faculté de Casa et l'hôpital de l'Aïeux.
pense que la RCP en télémédecine est quelque chose qui certainement va modifier les comportements et les résultats. Voilà, merci. Une dernière remarque, je crois qu'il ne faut pas du tout perdre de vue le contact humain. Tout à fait. D'accord. La télémédecine, c'est extraordinaire. C'est un plus. Mais le rapport au contact, c'est juste un plus. Merci, vous restez à vos places. Je vous demande encore 10 minutes parce qu'on va honorer certains de nos aînés, de nos amis. Donc, j'appelle. Oui, on va t'honorer toi aussi. Tu restes. Oui, si tu veux. La petite fille de Madame Bouazaoui, est-ce qu'elle est là? Zine Perbiche, bien. Madame, le trophée de Madame Bouazaoui, la présidente. J'appelle, on est tard là, c'est la grand-mère. Je l'appelle. Ça va lui faire plaisir à notre soirée à faire. Tazi, Oustada, je tiens à remercier beaucoup Madame Tazi, elle nous a toujours soutenus et on remercie tous Son Altesse. Un honneur et un privilège d'avoir eu la présidence d'honneur de Son Altesse depuis la co-organisation avec l'ONT. Merci Madame Tazi. سيدي الوزير سيد تكاري تخدم معايا انت عزيز عليه داك الشيء علاش ميرسي سيد تكاري a toujours, comme l'a dit Sia Filal, sa porte était grande ouverte. Et on a eu une collaboration fructueuse durant son mandat. Merci, cher ami. Merci, tabarakallah alik, et à la prochaine. Tu veux dire un mot aussi? Écoutez, merci pour l'association des pédiatres et à l'ONDE. Je suis très heureux d'être là avec vous. J'ai beaucoup appris. Je ne fais qu'apprendre avec les médecins. Et moi, l'État me disait on va vous donner. On va t'adopter. Je prends la télémédecine. Après, on va nous prendre des diplômes sans passer par la phase médecine. Merci. شوف معك الدوية يعطيك الدبلوم ما كاين المسكراويين يعطيك الدبلوم دابا. J'appelle Sizrouali, j'appelle Sibouskraoui pour lui donner le trophée. Monsieur le doyen, c'est un réel plaisir pour moi d'avoir cette التشريف مع الأستاذ ديالي سي الزروالي والعميد ديالي ومن temps والوزير ديالي. En fait, je voulais simplement pour paraphraser là, parce que si Toukeli disait à l'instant qu'on peut envoyer ses photos par WhatsApp et ça devient de la téléphoto. Merci. تبارك الله عليكم. بقى شوف سي زروالي بقى باش تعطي المولي الدار. هذا ديال المولي الدار. هكذا. الشريف دابا ما تسالنيش وجهي. C'est un plaisir de l'être là. Je demande à Madame Tazi
de donner le trophée à notre maître, à l'un des fondateurs et des pionniers de la pédiatrie marocaine, professeur Tahar Hachi. Et la même promotion, la première promotion. Ah, je vous applaudissez à le pédiatre. Merci, tabarakallah alaykoum. Là, tu peux dire un mot. Oui. Je suis très honoré, je suis très ému, très touché par ce geste. Et ça sort du cœur, hein, ça sort du cœur. Et ce qui me rassure, ce qui me satisfait, c'est de voir que la pédiatrie marocaine est en excellente voie. Le chemin parcouru est un chemin brillant et je suis persuadé qu'avec des hommes comme c'est Afif, comme c'est Bouskraoui, comme d'autres, le président de la Société de pédiatrie, de beaux jours nous attendent. Encore une fois, merci. Et je suis d'autant plus ému que je suis à côté de mon ami et compagnon de toute cet itinéraire, depuis la première promotion de la faculté de médecine de Rabat, la première promotion d'interne du CHU et des premiers occupants de l'hôpital d'enfants de Rabat. Merci beaucoup et bonne continuation. Monsieur le Toukwali, راه شوف واخا مشيتي والسي يحيان لي دو qu'on remercie beaucoup monsieur l'inspecteur qui fait un travail fabuleux. زعما main de fer dans un doigt de boulot. زعما الصراحه هي اللي نسي باش يدوز الامور باش مع الله. والسي حيان il a fait beaucoup durant la période. مع مونيتا aussi شاد عليه. Voilà, j'ai reçu le document des années avec lesquelles vous avez en direction. Comme ça t'a impressionné donc. Monsieur Maï, tu vas dire en France que tu as reçu le trophée de main de l'ex-ministre de la Santé. Tu peux être fier. Tous les deux militants de la technologie. Voilà, mets-toi comme ça. Voilà. Reste, monsieur Toukwali, c'est Filal, Raïs Diana, Raïs, le président de la Société marocaine de pédiatrie, qui fait un énorme travail. Et je vous le dis, on lui a demandé de rester encore en mandat pour régler les choses, pour avoir un alerte. Là, en exercice, il fait beaucoup de choses. Il fait beaucoup de choses pour la pédiatrie CFL. Beaucoup de choses. J'appelle madame, elle est là, madame Afilal. Est-ce qu'elle est là? Madame, viens. Parce que, s'il est important, c'est que tu es derrière. Sinon. Non, pas derrière, à côté. Hein. Là, le surveille, c'est large. Merci. Véro, je t'offre cet hommage. Je suis très heureux d'être là avec mes amis qui travaillent beaucoup. Tout le monde travaille beaucoup. Je suis très honoré d'être dans cette table avec des jeunes, des amis aussi honorables et aussi importants, de revoir Moulay Tahar, que j'aime beaucoup, et Amina, bien sûr, et voir nos amis africains, les présidents des différents congrès. Comment? C'est Najib Jehdan. Je les connais tous. Et je suis très honoré parce que ces congrès, ces événements, c'est les mains d'amitié et de fraternité
que nous avons avec nos amis et qu'on doit perpétuer. Monsieur le Président, tu vas travailler un petit peu parce qu'on va honorer le Wari, l'un de nos imminents pédiatres qui a fait beaucoup pour la pédiatrie libérale. C'est Raïs. Un test. Un promo. Tu as. Et on a été à faire le trophée. Et déjà, Raïs. Je parle. Bah, écoute, ça fait longtemps que je t'ai pas écouté. Je veux juste remercier mes amis de l'ACPP, remercier tous les membres du bureau, à leur tête, Mounessa et Afif. Vous dire que je suis très honoré avec ce trophée. Je suis très content d'être au milieu de mes amis. C'est infidèle, c'est Najif Zarouali que je connais depuis, je ne dirais pas combien d'années. Je suis que j'étais dans ce service pendant, je crois, 6 mois à la maternité. Et mon ami de toujours, c'est Saïd. Merci. Merci. Nos amis africains, c'est Selmo, c'est Douaji ou c'est Minif. Les trois en même temps, puis on passera aux amis. Ouazza Samou, est-ce qu'elle est là, Azza? On va vous donner le. Là, c'est pour Douaji. Au milieu. Yallah, Sidi. Tu تحكم معنا ولا قلت لهم الرئيس؟ Pour nos amis africains, elle est où la présidente de la Société sénégalaise de pédiatrie? Madame la présidente de la Société sénégalaise de pédiatrie. Vous l'applaudissez très fort. Les deux ministres, vous pouvez être au milieu. Comme ça, vous avez sûr. Voilà, au milieu, comme ça, vous avez les deux. J'aurais dû mettre mon boubou. سي مختار يليو بقيت نخمم نقول مختار يتهوى راه مهم حيت من بركان ماشي شي حاجه اخرى المهم كاع هذا الشيء هو من بركان كيما نسوفر مع النجيب سي زوالي تيان Saïd, excuse-moi, je pose en pleine staff. اه لا لا Alors, Mustafa, c'est un excellent réanimateur pédiatre avec le Maroc. Nous avons fait nos études ensemble et c'est un frère. Est-ce qu'il est là, si la baisse targi? السي الحرش اللي غادي يعطيها لك هكا هكا تختار لك غير قيل الزويني. C'est un vrai plaisir de remettre cette reconnaissance à Aziz, que j'estime beaucoup, le grand Marrakech, qui nous a toujours accueillis avec cette chaleur.
parti. À la société. Ah. Non, non, c'est... Ah oui. Et voilà. Ah, qu'est-ce qu'il dit, avec notre ami, la Côte d'Ivoire. Le Burkina Faso. J'ai eu le plaisir de visiter. Encore une fois, merci d'être venu et pour ce plaisir sur cette reconnaissance. Voilà, la photo va devenir encore plus belle. Hein? Voilà. Merci à tous. Sir Bouhmadi. Venez tous Allez, ensemble. سي تكالي ولا يعطيك انا وياك Tu peux dire un mot? C'était le seul qui j'ai vu qui te peut Merci beaucoup. Je suis très honoré. C'est la Fédération marocaine de l'industrie d'innovation qui est honorée par la CPP et toute l'industrie pharmaceutique marocaine. Merci beaucoup. On est très nationaliste. Vive les laboratoires marocains. Vive les laboratoires marocains. Marhaba. Et africain, bien sûr. Africain, nous travaillons avec l'Afrique. Notre roi fait beaucoup de choses. Tout à fait, tout à fait. Mais on a beaucoup de... Ce n'est pas une politique, l'Afrique. Pour nous, c'est une éducation. Ah, bravo. Madame la directrice régionale de la santé, elle est là, elle nous a beaucoup aidé et on tient à la remercier. Donc c'est l'inspecteur général de la santé, Merci beaucoup. Tabarakallah alayk. Tu peux dire un mot. شوف اذا كان الانسبكتور راضي عليك راك مزيان هو ماشي خافوا لا في الداخليه لا في كل شيء الانسبكتور يكون مزيان كل شيء عندك مزيان. On a des bonnes relations. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je remercie l'association casablancaise des médecins, des pédiatres privés de m'avoir honoré durant cet événement scientifique. Merci, c'est une occasion que je vous remercie de revoir Monsieur le Ministre. C'est un Merci beaucoup. Ah, tu peux faire la photo. شوف فابور la photo. Maintenant, j'ai au moins une tête sur Merci pour tout ce que vous avez fait. Ce que vous avez fait, merci. Merci pour la photo. J'ai laissé le meilleur pour la fin. Mon ami de promotion et tout ça, mon ami professeur Bouskraoui. Donc tu auras les deux ministres en même. L'enseignement et la santé. Je voudrais tous dire que l'ensemble de la délégation africaine recevra demain la médaille du mérite que nous allons donner au cours avec d'autres hommages à d'autres participants, d'autres modérateurs. Demain, tous ceux qui ont participé à la réussite de ce congrès, donc ils auront chacun une médaille de mérite de la CPP et donc ça sera demain. Je voudrais aussi, pour terminer, inviter
Madame Sintissi, qui nous a beaucoup aidé, qui est la directrice exécutive de la FMIP et qui est toujours là. Et elle est nationaliste et ça fait plaisir de travailler avec elle. Et moi, je tiens à te féliciter et à te remercier pour tous les efforts que tu fais pour la santé au Maroc. On devait recevoir notre secrétaire général Sinziane Belfqé, Madame Dah. Je crois que Madame Dah va peut-être venir demain, on verra. Donc, on va donner les 2 trophées de Sidi Kbir pour qu'il lui donne. Comme ça, vous savez que nous avons fait honorer aussi la direction du médicament et Monsieur le secrétaire général. Voilà, ils sont là. Attends, Sidi Bachmit, ça vous j'ai trinado. Ah ouais, Sinziane Belfqé. Ouais, j'ai Madame Dah. Merci beaucoup, on va faire une photo. Tous. Barakat. Il est là, Raké, il a venu sur. C'est bon? Merci, merci à tous. Moi, je voudrais dire un mot à la fin de des applaudissements. C'est un plaisir d'être au service de la pédiatrie marocaine et de l'enfant marocain et c'est un devoir d'honorer nos aînés. Merci à tous. Merci, merci, merci. Merci à tous et c'est gentil. الله يبارك فيك.